Chapitre 1. Une curieuse invitation. Peu de choses dans la vie procuraient à Miss Jane Marple autant de satisfaction qu'une tasse de thé bien infusée et un livre de romans policiers. Aussi, lorsque l'invitation arriva, écrite d'une écriture, bouclée et plutôt enthousiaste sur un épais papier crème, elle fut à la fois ravie et légèrement intriguée. Chère Miss Marple, vous êtes chaleureusement invitée à assister à une réunion spéciale du Rose Hill Literary Circle, anciennement le Rose Hill Knitting Circle, mais nous avons pensé qu'un nouveau nom sonnerait plus cultivé. Nous nous réunissons tous les jeudis à 15 heures précises, au domicile de Madame Isobel Lassay, The Limes, Elm Row. Cette semaine, nous discutons de la mort dans un jardin d'été et un invité surprise se joindra à nous. Nous espérons que vous viendrez. Votre sagesse est toujours si éclairante. Cordialement, Madame Géraldine Val, président du cercle littéraire de Rose Hill. Miss Marple posa le mot et attrapa sa tasse de thé, ses yeux bleu pâle se plissant d'amusement. Le cercle littéraire de Rose Hill n'était pas vraiment la société intellectuelle que son nom pourrait suggérer. Il était principalement composé de dames du coin qui préféraient le sensationnel au concret et s'intéressaient, avec un vif intérêt, à tout ce qui touchait au poison, aux testaments manquants ou aux morts subites dans de charmantes demeures de campagne. Pourtant, ce serait agréable de sortir. Elle n'était pas allée à Rose Hill, un village voisin à quelques kilomètres de son cher St. Mary Mead, depuis plusieurs semaines, et elle appréciait beaucoup Madame Isobel Lassay, même si elle avait tendance à vanter sa propre génoise et à parler longuement du cabinet vétérinaire de son fils à Basingstoke. De plus, l'expression « un invité surprise » avait piqué sa curiosité. Les Limes, Elm Row, Rose Hill, c'était un jeudi après-midi chaud, et le village de Rose Hill avait l'air d'une carte postale, des cottages drapés de glycine, des haies de Troène taillées et le doux bourdonnement des abeilles. Miss Marple arriva ponctuellement à The Limes, une belle maison édouardienne ornée de lierres grimpant sur un côté et d'une roseraie légèrement négligée. « Jane ?» s'écria Madame Lassay, en ouvrant la porte avant que Miss Marple ne sonne. « Quel plaisir de vous voir, ma chère. Entrez. Tout le monde est déjà au salon. Oh, et faites attention à Tiby. Il a pris l'habitude de dormir juste à côté du porte-parapluie. » Miss Marple enjamba soigneusement un gros charroux et entra dans une pièce bavarde et parfumée de cire à la lavande. On y croisait des visages familiers et d'autres inconnus. Madame Val, ronde et joyeuse, dans un twinset rose saumon. Mademoiselle Cora Sims, qui enseignait le piano et parlait trop fort. Et la jeune Madame Juliette Green, récemment arrivée de Londres, avec un mari vaguement éditeur. Était également présent Monsieur Léonard Fielding, l'avocat local, qui ressemblait plutôt à un hibou, effrayé dans la mer de tasses à thé et de compositions florales. Notre invité spécial a annoncé Madame Vail avec la fierté d'une femme dévoilant une relique royale, n'est autre que Monsieur Max Toland, l'auteur de Mort dans un jardin d'été lui-même. Un homme mince, aux tempes grisonnantes et à l'air contrit, se leva maladroitement du canapé. Vêtu d'une veste en lin beige, il ressemblait davantage à un archéologue sous-alimenté qu'à un romancier à succès. Miss Marple, qui avait lu Mort dans un jardin d'été la semaine précédente, il lui adressa un sourire poliment encourageant. Le livre était divertissant, quoique légèrement mélodramatique, avec une intrigue secondaire plutôt improbable, impliquant de la confiture de mûres empoisonnées et un perroquet échappé.
tensions entre les tasses de thé au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, la salle s'est divisée en deux camps, ceux qui adoraient les rebondissements du roman et ceux, comme Madame Sims, qui insistaient sur le fait qu'il était un peu moderne et plutôt osé. J'ai trouvé le majordome absolument horrible, dit Madame Lasset en beurrant un scone avec une vigueur inquiétante. Tu ne trouves pas ça, Jane? Je l'ai trouvé très cohérent, répondit Miss Marple d'un ton doux. Je trouve toujours très révélateur qu'un personnage agisse d'une manière qui contredit ses intentions déclarées. Monsieur Toland semblait reconnaissant. C'est juste après le deuxième tour de thé, au cours d'un débat particulièrement animé sur la nécessité de la mort du vicaire pour le complot, que l'atmosphère changea. Madame Juliette Green était restée étonnamment silencieuse tout au long de la réunion. Elle posa alors sa tasse de thé avec un bruit sec et se tourna vers Monsieur Toland. « Je suppose que tu penses être terriblement intelligent, » dit-elle, d'une voix tremblante. Un silence s'abattit sur la pièce. Même Tibi le chat leva la tête. « Juliette » s'exclama Madame Veil, scandalisée. « Tu as changé juste assez, » continua Madame Green, debout. Ses joues étaient pâles sous sa poudre, mais pas au point de ne pas la reconnaître, cette histoire. C'était scène au chapitre 12. La robe de chambre en soie rouge, la tempête, les mots qu'elle a prononcés avant de tomber. Tu l'as volé. Tuye Tolil. Le visage de Monsieur Toland s'est vidé de toute couleur. Madame, je n'ai aucune idée de ce que j'ai gardé. Les lettres, dit Juliette d'une voix plus forte. Je n'aurais jamais dû te les envoyer. Tu as dit que c'était pour un article. Tu as dit... Elle s'interrompit, les larmes coulant soudainement, et tourna les talons, se précipitant hors de la pièce. Le silence régna pendant quelques instants. « Eh bien, » dit Madame Sims d'une voix faible, « ça a enlevé toute la confiture du beignet. » Une observation silencieuse. Miss Marple parla peu pendant le trajet de retour en calèche à St. Mary Mead. Madame Veil avait réservé un taxi partagé. Eh bien, que Madame Lasset ait fait de son mieux pour dissiper la gêne de l'après-midi, un nuage sembla suivre le groupe jusqu'à la sortie du village. Mais Miss Marple, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, réfléchissait. Elle repensa à l'explosion soudaine de Juliette Green. Elle réfléchit à la réaction de M. Toland. Ni sur la défensive, ni en colère, mais effrayée. Elle a pensé à chapitre 12 et à quel point cela semblait étrangement authentique comparé au reste du livre. Et elle pensa, très faiblement, à quelque chose que son neveu Raymond avait dit un jour à propos des écrivains. Ce sont des charognards, tante Jane. Ils ramassent des choses, les histoires des gens, leurs douleurs, et les transforment en intrigues, certains avec plus d'éthique que d'autres. Cette nuit-là, alors qu'elle arrosait ses fuchsias et regardait la dernière lumière rose s'estomper dans le ciel d'été, Miss Marple ressentit ce petit picotement qu'elle ressentait toujours lorsque quelque chose de désagréable remuait sous la surface. Elle ne savait pas encore qu'un meurtre allait se produire, mais elle savait une chose, quelqu'un dans cette pièce avait menti, et elle avait appris depuis longtemps que lorsqu'on ment sur des détails, on ment souvent sur des choses bien plus importantes. Chapitre 2. Une mort entre les lignes.
C'est 3 jours après la réunion littéraire fatidique au LIMS que la nouvelle éclata, non pas avec un cri dramatique ou des sirènes de police, mais plutôt avec le léger cliquetis d'une tasse de thé tombée sous le choc. Madame Ada Winstanley, dont la principale occupation dans la vie était de promener son Pékinois 2 fois par jour et de signaler tout événement inhabituel au boucher, au boulanger et à la maîtresse de poste, dans cet ordre, fut la première à répandre la nouvelle. « Mort !» s'exclama-t-elle, faisant la queue devant la boucherie de M. Bowden, les mains tremblantes, serrant ses gants. Cet écrivain, Toland, Max Toland, retrouvé affalé sur une chaise dans cette sale petite pension de Rose Hill, celle au-dessus. De la pharmacie, une crise cardiaque, paraît-il, mais je n'ai jamais aimé son apparence, trop pâle, des yeux de fouine. Derrière elle, Madame Mabel Cross prit une inspiration suffisamment forte pour trancher du bacon. « Es-tu bien sûr, il y a ?»« Aussi sûr que je m'appelle Winstanley. » La femme de chambre l'a trouvé ce matin. Gelé. Le docteur Yarrow dit que c'était soudain. Mais... Et elle baissa la voix. Madame Val jure l'avoir vue se disputer avec cette jeune Madame Green hier, devant le bureau de poste. Elle dit avoir entendu des voix s'élever. Au moment où la nouvelle parvint au cottage bien rangé de Miss Marple à St. Mary Mead cet après-midi-là, elle était devenue encore plus élaborée. « Un suicide, peut-être » dit mademoiselle Hartnell d'un air sombre, regardant par-dessus ses lunettes en demi-lune pendant leur réunion à l'Institut des femmes. Certains de ces artistes sont assez instables. Non, dit mademoiselle Weatherby, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Un meurtre. J'ai entendu dire que quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre à cette réunion du club de lecture. Du poison, probablement. Il y a du poison dans ces choses. Miss Marple remuait son thé sans faire de commentaire, mais ses yeux, brillants et discrets, ne manquaient rien. Chuchotement, à Rose Hill, ce soir-là, Miss Marple fit sa promenade habituelle. C'était un doux crépuscule d'été, et l'air sentait le chèvrefeuille et l'herbe coupée. Elle avait une destination précise en tête, la rue principale de Rose Hill. Au-dessus de la pharmacie, les fenêtres de la pension étaient closes, les rideaux tirés. Un fin ruban de police flottait devant la porte, mais aucun agent ne veillait. Rose Hill n'était pas le genre de village qui exigeait une forte présence policière. Du moins, jusqu'à présent. Miss Marple s'arrêta près du marchand de légumes et observa la vue avec un intérêt détaché. Elle connaissait la maison, une bâtisse défraîchie de 3 étages, à la peinture écaillée et à la jardinière tordue, où des géraniums se débattaient pour survivre. Monsieur Toland y séjournait, avait-elle appris depuis un peu plus d'1 semaine. Il avait réservé la chambre sous son nom complet, Maxwell Arthur Toland, et selon certaines sources, il avait des horaires irréguliers, rentrant souvent tard de ses promenades de recherche ou de ses repas au pub Fox and Lantern. J'ai entendu dire qu'il travaillait sur une suite, avait dit la fille du marchand de légumes en soupirant plus tôt dans la journée. Un meurtre qui se déroule dans un village pas si différent de celui-ci, ça vous dit quelque chose, hein? C'est vraiment fantaisiste, pensa Miss Marple. Une visite avec l'inspecteur Craddock, le lendemain, en milieu de matinée, Mademoiselle Marple avait pris rendez-vous avec l'inspecteur Dermot Craddock, dépêché par le comté pour s'occuper de l'affaire. Grand homme aux cheveux grisonnants et aux manières aimables,
Il connaissait mademoiselle Marple depuis de nombreuses années et la respectait plus qu'il ne l'admettait ouvertement. « Vous allez me dire que j'imagine des choses, sans doute, » dit Miss Marple en acceptant une tasse de thé dans la modeste salle de conférence de la station, mais j'ai eu un sentiment étrange lors de la réunion du club de lecture, que quelque chose avait été déclenché. Cradock sourit. « Tu le fais toujours. » Elle ignora l'amusement dans son ton. « Dites-moi, inspecteur, était-ce une crise cardiaque ?» Cradock jeta un coup d'œil au dossier devant lui. Le rapport initial dit oui. Arrêt cardiaque, aucun signe de lutte, aucune blessure. Il a été retrouvé assis sur une chaise près de la fenêtre, son manuscrit ouvert sur la table. Il avait l'air paisible, à mon avis. Mais tu ne penses pas que ce soit si simple, insista-t-elle doucement. Cradock poussa un lent soupir. Non, je n'en ai pas. Le fait est que l'autopsie a trouvé des traces de digitaline, de petites quantités, peut-être médicinales, mais il n'était pas soigné pour des problèmes cardiaques, termina-t-elle pour lui. Il hocha la tête. Exactement. D'après son médecin à Londres, pas d'ordonnance, pas d'antécédents cardiaques. Et la propriétaire dit qu'il refusait tout médicament. Apparemment, il détestait les produits chimiques. Alors c'est un meurtre, dit-elle doucement. Cradock ne répondit pas, mais il ne discuta pas non plus. La femme dans la librairie l'après-midi suivant, Miss Marple, visita la seule librairie de Rose Hill, un endroit cosy et encombré, niché entre la boulangerie et une couturière. Elle avait un soupçon, vague mais persistant, et elle n'était pas du genre à le laisser passer. « Bonjour, Madame Trask », salua-t-elle la commerçante, une femme mince aux cheveux frisés et aux doigts tachés de nicotine. « Oh, Miss Marple », dit la femme en ajustant ses lunettes. « Vous cherchez un autre polar ? Ils se vendent comme des petits pains depuis cette histoire avec l'écrivain. J'espérais en fait trouver quelque chose appartenant à M. Toland. »« Oh oui. Mort. Dans un jardin d'été, nous en avions 4 exemplaires, partis en une journée. Mais j'en ai un automne de cendres. Son précédent, moins populaire. » Miss Marple réfléchit. « Dites-moi, est-il jamais venu lui-même » Madame Trask leva les yeux. « Oh oui, un peu discret. J'ai acheté un carnet, un stylo plume et un livre sur les poisons. » « Des poisons ? Oui, c'est étrange. J'ai dit que c'était pour être précis. Les écrivains, vous savez. »« En effet, » dit Miss Marple. « Et quelqu'un d'autre s'est-il renseigné sur son travail ?» Madame Trask fronça les sourcils. « Puisque vous le dites, une dame est entrée, il y a environ 1 semaine. Jeune, pâle, très jolie. Elle m'a demandé si nous avions son dernier né. Elle a semblé déçue quand j'ai refusé. Est-ce qu'elle a dit quelque chose ? Elle a dit « J'espère qu'il a changé la fin cette fois. » Puis elle est partie. Je m'en souviens parce que ça m'a semblé étrange. Miss Marple partit peu de temps après, l'esprit en ébullition. Motif et manuscrit cette nuit-là, alors qu'elle était assise à tricoter près du foyer. Miss Marple réfléchissait aux nombreux fils qui commençaient à s'entremêler. Il y avait Juliette Green, émotive, humiliée, liée à Toland d'une manière que personne d'autre n'avait admise. Il y avait le manuscrit, ouvert sur la table, peut-être la suite dont tout le monde parlait. Il y avait la question du poison, la digitale, subtile, efficace et accessible à toute personne connaissant les jardins ou la médecine.
Et, plus intéressant encore, il y avait M. Toland lui-même. Un homme qui écoutait trop attentivement, empruntait trop librement et s'inspirait peut-être des secrets des autres pour alimenter sa réussite. Les gens n'aimaient pas que leur souffrance soit transformée en fiction, surtout si cette fiction ressemblait trop à la réalité. Les écrivains, murmura-t-elle pour elle-même, peuvent être terriblement négligents avec la réalité. Elle se pencha en avant, prit un morceau de papier sur sa table de chevet et nota une liste. Juliette Green, lettre, trahison, mobile possible, Adam. Val, proche de Juliette, surprotectrice Madame Lassay, l'hôtesse, en savait peut-être plus qu'elle ne le laissait entendre. Fielding semblait nerveux lors de la réunion, le manuscrit. Où est-il maintenant? Le lendemain matin, elle commencerait à rendre visite aux membres du cercle littéraire. Pas en tant que détective, bien sûr, simplement en tant que vieille dame passionnée par les livres, le thé et la nature de la fragilité humaine, parce que quelque chose clochait à Rose Hill. Et ce n'était pas juste une histoire volée. C'était l'histoire que personne n'avait encore racontée. Celui qui s'est terminé par un meurtre. Chapitre 3. Thé et témoignage. Un certain calme s'installe dans un village anglais après un décès, pas vraiment de chagrin, mais de réflexion silencieuse, enveloppée de routine. Comme si le rythme de la vie devait continuer, même si son âme s'arrête pour murmurer derrière les portes closes d'un salon. Au matin suivant la mort de M. Max Toland, Rose Hill était dans cet état. On continuait à entretenir son jardin et à ramasser son courrier, mais une question flottait dans l'air, sous le chant des oiseaux. Qui ferait une chose pareille? Miss Marple, bien sûr, s'était posé cette question à maintes reprises depuis cette réunion embarrassante aux Limes. Mais contrairement à d'autres, elle savait où chercher les réponses, non pas dans les empreintes digitales ou les revolvers, mais dans le comportement, le ton, les infimes contradictions qui se glissaient dans le langage courant. Et ainsi, ce jeudi-là, elle se lança dans une campagne tranquille de visite, son sac à main soigneusement fermé et son chapeau incliné comme une femme qui ne pense qu'à une conversation polie et rien de plus. La résidence Valamam Géraldine Val vivait dans une belle maison géorgienne avec une porte peinte en bleu et un heurtoir en laiton en forme de hibou. C'était une femme ordonnée, du genre à astiquer les touches de son piano et à réarranger les vases après que la femme de chambre les ait déjà faits. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle en la faisant entrer. « Entrez, je vous en prie, je suis dans un tel état. Honnêtement, je n'ai pas réussi à dormir correctement depuis la mort de ce pauvre monsieur Toland. Je savais. Quelque chose n'allait pas lors de cette réunion. » Miss Marple se laissa asseoir et passa légèrement la main sur la tasse de thé à motif floral et lisse qu'on lui avait donnée. « Quel choc terrible !» murmura-t-elle. « Et quelle triste histoire avec Madame Green, en plus. Si jeune, tu ne trouves pas ?» Madame Val pinça les lèvres. « Juliette ? Oui, eh bien. Tragique. Mais elle a fait se donner en spectacle toutes ses larmes. J'ai essayé de lui dire qu'elle ne devait pas aborder des sujets personnels en public, mais elle semblait bien décidée à faire une scène. Saviez-vous qu'elle avait des liens avec M. Toland ? Demanda doucement Miss Marple. La tasse de thé tinta légèrement contre la soucoupe. Je me doutais de quelque chose. Enfin, vu son comportement en le voyant,
Ce n'était pas de l'admiration ordinaire, plutôt une trahison. Ça se voyait sur son visage. Je crois qu'il correspondait. Elle se prenait pour une écrivaine, tu sais. A-t-elle déjà évoqué l'idée de lui envoyer quelque chose? Une histoire, peut-être? Madame Veil secoua la tête. Non, mais je ne serais pas surprise. Les femmes l'aiment bien. Elle craque facilement pour un peu d'attention. Et lui, avait-il ce charme-là? Non, un charme calme et littéraire. Dangereux, à sa manière. Miss Marple hocha lentement la tête, son esprit cataloguant chaque mot, chaque inflexion. Et après la réunion, demanda-t-elle, les as-tu revus? Madame Veil hésita. Eh bien, j'ai vu Juliette le lendemain. Elle était devant la boulangerie, attendant les petits pains du matin. Elle avait l'air affreuse, pâle et nerveuse. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle m'a répondu sèchement qu'elle n'avait rien à dire à personne, et est partie. Je vois. Et Monsieur Toland? Non, pas après la réunion. Il est parti assez vite, non? Il semblait assez secoué. Je suppose qu'il n'avait pas l'habitude d'être confronté en public. Une promenade avec Monsieur Fielding, le suivant sur la liste de Miss Marple, était Monsieur Leonard Fielding, l'avocat qui avait semblé le plus mal à l'aise lors de la réunion littéraire. Elle le trouva, comme prévu, promenant son chien, un épagneul noir, corpulent, qui adorait aboyer après les papillons. « Oh, Miss Marple, dit-il lorsqu'elle le salua. Tu prends aussi ta constitution, hein? Juste un petit tour sur le green, répondit-elle. Mais j'espérais pouvoir vous emprunter. Un moment, je voulais vous parler de cette journée aux Lims. Monsieur Fielding grimaça visiblement. Trop horrible? Je vous le dis sans hésiter, je n'ai jamais été dans une pièce aussi tendue. J'ai cru que Madame Green allait s'évanouir. Et ce type, Toland, on aurait dit qu'il avait reçu une gifle. Je pensais que vous aviez l'air assez perturbé vous-même, dit gentiment Miss Marple. Il la regarda, puis son chien. Je suppose que oui. Je savais quelque chose que Juliette ignorait. Oh. J'ai rédigé quelques contrats d'édition dans ma vie, dit-il en baissant la voix. Des contrats purement amateurs, pour des écrivains de village surtout. Mais j'avais déjà vu le nom de Monsieur Toland. Il y a 2 ans, il avait soumis une nouvelle à un éditeur londonien, pas son œuvre, mais quelque chose de très similaire à celle décrite par Juliette, sauf que c'était sous le nom d'une autre femme, un pseudonyme. Miss Marple haussa les sourcils. Et vous l'avez reconnue? En partie, oui. J'ai conseillé une dame de la Guilde des femmes sur un manuscrit assez similaire. Elle ne l'a finalement jamais publié. Mais Toland, il avait une façon bien à lui de rassembler les histoires. Il les réécrivait juste assez pour éviter les histoires. Et tu n'as rien dit? Eh bien, admit Fielding, je n'en étais pas sûr. Jusqu'à ce que Juliette prenne la parole. Là, j'ai commencé à me demander, pensez-vous que Juliette connaissait la vérité? Fielding marqua une pause. Je crois qu'elle commençait à le faire. Et je crois qu'il le savait aussi. Une rencontre inattendue. Cet après-midi-là, Miss Marple prit le thé au presbytère avec la jeune épouse du révérend Pettigrew, une femme vive et intelligente nommée Esther. J'aimais beaucoup Juliette, dit Madame Pettigrew
en lui tendant l'assiette de gâteau. « J'aime toujours autant, mais elle est terriblement sensible. Elle a tendance à dramatiser. » « Elle a dit qu'elle était écrivain, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple en se servant ses tea. « Une modeste part de Madère. Oui, même si je n'ai jamais rien lu d'elle. » Elle travaillait toujours sur quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à partager. Je pense que c'était plus une thérapie qu'une ambition, si vous voyez ce que je veux dire. Miss Marple, si? Vous a-t-elle déjà parlé de Monsieur Toland? Esther fronça les sourcils. Une fois, le mois dernier. Elle a dit avoir écrit quelque chose de très personnel et l'avoir partagé avec un homme en qui elle avait confiance. Il avait trouvé ça génial. Puis, il s'est tu. Sans explication. Il a juste disparu. Je pensais qu'elle parlait de romance, mais maintenant je me demande... Tu penses qu'elle lui a reproché de lui avoir volé son travail? Elle disait qu'elle se sentait envahie, que sa vie avait été déchirée et recousue de travers. C'était une phrase étrange, mais je m'en souviens parce qu'elle avait l'air tellement blessée. Une visite aux Limes. Encore une fois, ce soir-là, Miss Marple rendit une dernière visite. Madame Isobel Lasset ouvrit la porte, l'air légèrement harcelé et les doigts couverts de farine. « Jane, ma chérie, dit-elle, tu m'as surprise en plein dessert. Un syllabube aux framboises. Entre. Mais ne laisse pas sortir Tibi. Il est déterminé à s'échapper depuis hier. » À l'intérieur, Miss Marple admirait la collection de livres soigneusement empilés sur la console. « J'envie vraiment votre bibliothèque, dit-elle. Oh, c'est n'importe quoi. La moitié sont empruntés. Max en a oublié un, tu le savais. Un manuscrit dactylographié dans sa serviette. J'ai essayé de ne pas y jeter un coup d'œil. Miss Marple sentit son rythme cardiaque changer. Vraiment, quelle insouciance de sa part. Eh bien, la police a fini par l'emporter. Mais pas avant que Géraldine ne l'ait bien vue. Elle a dit qu'il y avait deux, les femmes qui y figurent sont toutes deux trahies. L'une se suicide, l'autre, eh bien, elle tue Paul lui. Dans un jardin, avec du thé à la digitale. Digitale, répéta Miss Marple. Oui, n'est-ce pas de là que vient la digitale? Miss Marple sourit faiblement. Oui, Isobel, c'est vrai. La forme d'un mensonge cette nuit-là, alors que la lune se levait sur Saint Mary Mead, Miss Marple était assise avec son carnet ouvert, prenant de petites notes délibérées de sa main élégante. Juliette Green, émotive, trahie, opportunité, Géraldine. Val, protectrice, bavarde, sans mobile, Léonard Fielding. Connaissance juridique, avertissement préalable, Hester, Pettigrew, confidente, impartial manuscrit. Confirme le motif et la méthode digitale. Accessible à tous ceux qui ont un jardin, elle ferma lentement le livre. Cela commençait à prendre forme, la forme de la chose. Pas la quoi, mais le pourquoi. Et dans les crimes, du cœur, Miss Marple le savait, le mobile n'était jamais logique, c'était sentiment, amour trahi, confiance brisée, fierté blessée. Et quelqu'un à Rose Hill avait transformé ces sentiments en meurtre chapitre 4. Le sentier de la digitale. Derrière. The Limes se trouvait un jardin que peu de Rose Hill visitaient. Il était vaste, légèrement envahi par la végétation au milieu, avec des haies emmêlées, des pâquerettes errantes
et un nombre surprenant d'abeilles qui bourdonnaient paresseusement au-dessus des fleurs luxuriantes. Au fond se dressait une vieille serre, dont les vitres étaient marbrées par le temps et où un lichen tenace s'était formé, impossible à éliminer par un simple coup de brosse. C'est dans ce jardin, informa Madame Isobel Lasset à Mademoiselle Marple, que les digitales avaient poussé cet été-là en abondance. Quelle surprise, vraiment, dit-elle, en conduisant Miss Marple sur un étroit chemin de gravier le lendemain matin. Je ne les ai jamais plantés là. Ils sont apparus comme ça, comme parfois, par malchance ou par commérage. Miss Marple sourit, les yeux fixés sur les hautes flèches de fleurs se balançant doucement dans la brise. Digital, digitalis, purpurea, belle, élégante et mortellement toxique. C'était une plante que toutes les femmes de la campagne connaissaient, du moins en théorie. Et dans ce village, la théorie menait souvent à la pratique. Y a-t-il eu beaucoup de monde au jardin depuis la réunion ? Demanda Miss Marple d'un ton doux. Madame Lasset secoua la tête. Juste moi, et peut-être le jardinier, même s'il ne vient qu'une fois par semaine, et qu'il refuse de toucher quoi que ce soit sans gants maintenant, après toute cette agitation. On aurait dit que Max était mort dans le parterre. Miss Marple se pencha et toucha doucement le bord d'une feuille. C'est étrange comme la nature offre souvent à la fois le remède et le poison. Vous ne trouvez pas ? Madame Lasset ne répondit pas. Elle était trop occupée à inspecter une tache de moisissure sur ses rosiers grimpants. Une rencontre fortuite. Sur le chemin du retour, Miss Marple emprunta le long chemin qui traversait le cimetière de Rose Hill, un lieu paisible, jalonné de pierres tombales couvertes de mousse et d'un petit banc en bois sous un sureau. Là, à sa douce surprise, elle trouva Juliette Green, assise seule, un carnet sur les genoux, son stylo immobile à la main. Miss Marple hésita un instant avant de s'approcher. « Ma chère, » dit-elle doucement, « comment vas-tu » Juliette leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était posée. « Mieux, » dit-elle, même si c'est étrange d'être celle dont tout le monde parle. Les murmures s'estompent plus vite qu'on ne le pense, dit gentiment Miss Marple. Et vous avez subi un choc terrible. Puis-je m'asseoir ? Juliette hocha la tête. Bien sûr. Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, la brise tirant sur l'ourlet du manteau de Miss Marple et faisant bruisser les arbres au-dessus d'eux. J'étais amoureuse de lui, dit enfin Juliette. Du moins, je le croyais. C'était stupide. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, pas vraiment. Juste une brève conversation lors d'une conférence littéraire à Londres, suivie de lettres. De longues lettres sincères. Je lui ai envoyé mes écrits. Il a dit que c'était brut, mais brillant. Il a dit qu'il voulait contribuer à le façonner, l'utiliser, avec reconnaissance bien sûr, mais ensuite, il a arrêté de répondre. Juliette hocha la tête. Et puis, j'ai lu Mort dans un jardin d'été. J'ai cru devenir folle. Des scènes entières étaient tirées de mon histoire. Des choses que j'avais vécues, mot pour mot. Ce n'était même pas subtil. Je me sentais... Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Violée. Miss Marple posa doucement une main sur la sienne. « Je te crois, ma chère. » Juliette se tourna vers elle. « Tu crois que je l'ai tué ?» Miss Marple la regarda un long moment. « Je crois que tu es en deuil. »
Et je crois que quand on est profondément blessé, les gens aiment croire qu'on est capable de tout. L'idée qu'une personne aussi ordinaire puisse ressentir des sentiments aussi profonds les effraie. Les lèvres de Juliette tremblèrent. « Vous êtes très gentil. »« Non, simplement observateur. » Les doutes de l'inspecteur Craddock cet après-midi-là, Miss Marple se rendit une fois de plus au poste de police, trouvant l'inspecteur Craddock plongé dans la paperasse et entouré d'une aura de résignation. « Tu as l'air d'un homme qui court après les ombres, » remarqua-t-elle en s'installant en face de lui. Craddock soupira. « Parce que je le suis. » Chaque indice mène à un autre couloir de demi-vérité. Le manuscrit disparut. Ni dans sa chambre, ni chez l'éditeur, ni parmi ses affaires. Soit il l'a détruit, soit quelqu'un l'a pris. Miss Marple pencha la tête. Et la cause de sa mort? Confirmé. Intoxication digitalique. Suffisant pour arrêter un cœur sain. Il y avait des traces dans sa tasse qui contenaient des restes. De tisane de cassis. Où a-t-il trouvé le thé? Du garde-manger de Madame Lasset. Tout le monde a bu le même pot pendant la réunion. Mais seule sa tasse contenait des traces de drogue. Cela signifie qu'il a dû en ajouter ou que quelqu'un l'a ajouté pour lui. Miss Marple tapota son sac à main d'un doigt pensif. Est-ce qu'il s'est servi lui-même son thé? Personne ne s'en souvient. Tout le monde était trop concentré sur l'explosion de Juliette. « Pratique, » murmura-t-elle. Craddock leva brusquement les yeux. « Vous avez une théorie? »« J'en ai beaucoup. Mais les théories doivent être vérifiées. Laisse-moi te demander, Dermot, si quelqu'un avait voulu effrayer M. Toland et non le tuer, aurait-il pu en ajouter une petite quantité dans sa tasse? Juste assez pour le rendre malade, pour lui envoyer un message? Craddock fronça les sourcils. C'est possible, mais la dose a été fatale. Peut-être que ce n'était pas prévu, dit doucement Miss Marple. Ou peut-être que quelqu'un d'autre en a profité. La lettre que personne n'attendait, il était tard le lendemain matin lorsque le révérend Pettigrew appela Miss Marple, sa voix anxieuse mais contrôlée. « Une lettre est arrivée pour moi, » dit-il. Elle est écrite de la main d'une femme. Pas de nom, pas d'adresse de retour, mais c'est une confession. Miss Marple ne perdit pas de temps. Au presbytère, on la conduisit dans le bureau où la lettre était posée sur le bureau, dépliée et lissée. Elle la lut attentivement. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais juste l'effrayer. Qu'il arrête. J'en ai mis un peu dans le thé. Pas assez pour le tuer. Juste pour le rendre malade. J'en ai pris dans le jardin. Je jure que je ne savais pas que quelqu'un d'autre serait impliqué. S'il vous plaît, ne le dites pas à la police. J'ai quitté Rose Hill. Je ne reviendrai pas. Il n'y avait pas de nom. Mais Miss Marple le relut, les lèvres pincées. Ce n'est pas l'écriture. De Juliette? Dit-elle finalement. Tu es sûre? J'ai vu le sien dans le livre d'or de la bibliothèque. C'est quelqu'un de plus âgé, quelqu'un habitué à recopier soigneusement des lignes, peut-être des recettes ou des bulletins scolaires. Madame Veil? Demanda le révérend, consterné. Non, répondit Miss Marple. Elle est trop vaniteuse pour avouer quoi que ce soit, et trop fière pour écrire anonymement. Non. Je soupçonne que cela vient de quelqu'un qui se cachait. Au grand jour, quelqu'un qui connaissait Juliet et Max et qui craignait la suite. Révélation silencieuse.
Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit à la bibliothèque publique de Rose Hill et demanda à voir le registre des emprunts. Le bibliothécaire, un homme nerveux aux lunettes épaisses, hésita. Je ne suis pas sûr que je sois censé montrer ça, mon cher, dit Miss Marple d'une voix douce. Je suis simplement curieuse d'en savoir plus sur un livre sur les poisons. Un livre emprunté avant la mort de M. Toland. L'homme cligna des yeux. Oh, eh bien, il n'y en a eu qu'un récemment. Le jardin mortel, emprunté il y a 2 semaines. Par qui? Il tourna la page, puis marqua une pause. Madame Lasset. Le syllabub et la semence Miss Marple retourna au Limes une dernière fois ce soir-là. Madame Lasset l'accueillit avec un sourire qui tremblait au coin. Jane, encore? J'espère ne pas devenir suspect. Pas du tout, répondit Miss Marple d'un ton aimable. Je me demandais cependant si vous aviez trouvé la recette de pudding dont vous parliez l'autre jour. Pour le syllabub à la framboise? Madame Lasset cligna des yeux. Eh bien oui. Pourquoi poses-tu cette question? Parce que je crois que c'est la seule chose que tu as faite récemment qui n'était pas remplie de mensonges. La bouche de Madame Lasset s'ouvrit. C'est vous qui avez écrit la lettre, poursuivit Miss Marple, d'une voix toujours douce. Vous avez avoué à votre manière. Vous vouliez le prévenir, vous aviez peur, non pas pour vous-même, mais pour Juliette. Vous avez vu ce qu'elle devenait. Vous pensiez qu'en le rendant malade, elle serait épargnée du scandale. Mais quelqu'un d'autre a saisi sa chance. Madame Lasset s'enfonça dans le fauteuil. C'était censé être une leçon, murmura-t-elle. Juste une petite dose, une frayeur. Mais quelqu'un a veillé à ce qu'il boive le reste plus tard, seul dans sa chambre. Et puis, ils ont pris le manuscrit? Oui, répondit Miss Marple. Je crois que oui. Et même si Madame Lasset ne prononcerait jamais le nom, et que Mademoiselle Marple ne le prononcerait pas encore à voix haute, ils savaient tous deux que la liste des suspects s'était raccourcie et plus dangereux. Chapitre 5. Un fantôme dans les pages. Le dimanche arriva à Rose Hill dans son calme habituel. Le tintement lointain des cloches de l'église, le bruissement des journaux glissés dans les boîtes aux lettres et l'odeur réconfortante du bacon grillé dans les cuisines du village. Malgré les troubles récents, le village observait encore ses rituels. Les fidèles remplissaient les bancs de Sainte Mildred, vêtus de leurs plus beaux atours, murmurant prières et cantiques, même si plus d'un regard se porta vers le banc du fond où Juliette Green n'était pas assise. Elle n'avait pas été vue depuis 2 jours. Miss Marple assista à la cérémonie avec sa dignité tranquille habituelle, chapeau bien fixé, gants blancs et impeccables, le regard aussi serein que l'ange sculpté au-dessus de l'autel, mais son esprit était loin du paradis. Il s'attardait plutôt sur l'étrange absence du manuscrit, la confession murmurée de Madame Lasset et la troublante certitude que quelqu'un d'autre avait franchi une étape bien plus importante que prévu, et quelqu'un, peut-être, se cachait encore derrière des sourires polis et des recueils de cantiques pliés. Après la cérémonie, tandis que d'autres se rassemblaient en petits groupes près de la sacristie pour échanger leurs réflexions sur le sermon ou sur l'état des chevilles de Madame Broomfield, Mademoiselle Marple se dirigea vers le presbytère. Le révérend Pettigrew l'accueillit avec surprise. « Mademoiselle Marple, j'espère que vous allez bien. »« Tout à fait. Merci, » répondit-elle. « Mais je dois vous poser une question délicate. » Il lui fit signe d'entrer.
une découverte. Délicate dans le calme du bureau, Miss Marple sortit une enveloppe pliée de son sac à main. « Ceci m'est parvenu hier soir, » dit-elle. « Glissé sous le portail de mon jardin. Pas d'adresse, pas de signature. Mais à l'intérieur, elle lui tendit l'enveloppe. Il en sortit le contenu et le lut lentement. « Tu avais raison. Il s'est servi de nous tous. Il s'est servi de moi. Mais je ne l'ai pas tué. Je voulais juste récupérer la vérité. Je l'ai prise, les pages, avant quiconque. Je les rendrai quand elles seront en sécurité. Il n'y avait rien d'autre. Pas de date. Pas d'écriture facilement identifiable. Une deuxième confession ? Demanda Pettigrew. Pas tout à fait. Une deuxième voix, mais pas la même que la première. Et celle-ci parle de prendre quelque chose. Le manuscrit. Ce qui signifie que le tueur n'a peut-être écrit aucune des deux lettres. Précisément. L'homme de l'éditeur plus tard dans la journée, Miss Marple apprit qu'un certain M. Clive Merrow, de Sycamore Press, l'éditeur de Max Toland, était arrivé à Rose Hill pour récupérer les effets personnels de son défunt auteur. Il logeait au Rose Hill Arms et s'était déjà renseigné au commissariat de police, à la pension, et, non sans malaise, au domicile de Madame Vale. Au début, j'ai cru que c'était un notaire, confia Madame Vale à Mademoiselle Marple, à moitié ravie de la perturbation. Tout en tweed et serviette en cuir, très sérieux. Mais non, juste un éditeur. Il a dit qu'il cherchait un manuscrit. L'aubépine blanche, il l'a appelé. La suite, Miss Marple hocha la tête. « Puis-je emprunter ton téléphone, Géraldine ?» En moins d'une heure, elle était assise en face de M. Merrow, dans le petit salon de l'auberge, sirotant un thé léger et écoutant attentivement. Toland était brillant. « Mais secret, » a déclaré Merrow. Il ne laissait personne lire ses brouillons avant d'être satisfait, mais il m'a dit que le nouveau livre était mieux, plus sombre, inspiré de quelque chose de réel. Vrai ? Miss Marple haussa un sourcil. C'est des mots, pas les miens. Ce sera comme si quelqu'un l'avait vécu, a-t-il dit, parce que quelqu'un l'a vécu. J'ai supposé que c'était un mélange d'histoires vraies, vous savez, le genre. Mais maintenant, Miss Marple attendait. Je pense qu'il l'a volé, dit Merrow. Il l'a volé à quelqu'un d'autre. Peut-être à Juliette Green, peut-être à quelqu'un d'autre. Les écrivains font ça parfois. Ce n'est pas un crime à proprement parler, mais c'est quand même une trahison. Et le manuscrit ? Disparu. Ces papiers ont été pillés. La propriétaire dit avoir remarqué des tiroirs ouverts qu'elle n'avait pas touchés. Celui qui les a volés cherchait quelque chose de précis. Miss Marple inclina la tête. Et s'ils l'ont trouvé, ils possèdent désormais une histoire qui mérite d'être publiée, et peut-être même vendue sous un autre nom. Merrow esquissa un sourire ironique. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Un jardin de secrets. Le lundi matin, Miss Marple retourna à Rose Hill une fois de plus, passant devant la boulangerie et l'école, puis descendit la ruelle en direction de la Maison Verte. Un modeste cottage blanchi à la chaux avec du lierre rampant sur les rebords de fenêtres et une porte verte délavée qui semblait trop grande pour le cadre. Elle a frappé 2 fois. Pas de réponse, elle frappa à nouveau. Toujours rien. Juste au moment où elle se tournait pour partir, la porte s'ouvrit d'1 pouce et Juliette regarda dehors, le visage pâle, les cheveux tirés en arrière,
dans une torsade aléatoire. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne reçois pas de visite. » Miss Marple lui offrit un sourire doux. « Je ne resterai pas longtemps, mais je t'ai apporté quelque chose. » Elle brandit une petite boîte. This is the most common mistake, thinking GPS is about time. Nope, it's about location tracking. Basically, if you say you're at restaurant A but your ankle monitor says you're at restaurant B, problems. Interesting side point, job hunting has gone digital, which means restrictions can block opportunities before they even start. That's a subtle way GPS creates hidden barriers. Un sablé au citron, dit-elle. Fait maison. Et très thérapeutique quand on le prend en toute bonne conscience. Juliette hésita, puis ouvrit complètement la porte. Une confession d'un autre genre. À l'intérieur, la maison était sombre et sentait vaguement la violette et l'encre. Des papiers jonchaient la table, certains marqués de rouge, d'autres déchirés en deux. Une théière à moitié vide reposait sur le feu. « Je n'ai pas dormi, » admit Juliette. « Je n'arrête pas de le voir, dans ce fauteuil, en train de lire quelque chose qui ne lui appartenait pas. » Miss Marple lui tendit la boîte et s'assit sagement dans le fauteuil, près de la cheminée. « As-tu pris le manuscrit, Juliette ?» Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « Non, enfin, oui, mais pas comme ça. Je ne savais pas encore qu'il était mort. Je suis allé le voir le lendemain de la réunion. Je voulais lui parler, lui demander des explications. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. La porte n'était pas fermée à clé. « Hé !» Je suis entré. J'ai trouvé les pages. Elles étaient sur la table, à côté d'une tasse de thé vide. J'y ai vu mes mots, mes scènes. Ils n'avaient même pas beaucoup changé. Je les ai prises. J'étais en colère. Je pensais récupérer mon histoire. Mais je me suis retourné et je l'ai vue. Elle tremblait. Il était déjà parti. Ses yeux étaient ouverts. Mais il n'était plus là. « Et tu n'en as parlé à personne ?» J'ai paniqué. Je suis parti. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression d'avoir participé à quelque chose que je ne comprenais pas. Miss Marple hocha la tête. « Tu l'étais. » Juliette leva les yeux, la voix brisée. « Tu crois que quelqu'un d'autre l'a tué ?» Je fais. « MS ?» Miss Marple l'étudia pendant un long moment. Le genre de personne qui observe, qui écoute, qui sait ce que chacun cache et qui décide, une fois pour toutes, de s'assurer qu'un secret ne soit jamais dévoilé. Un cercle qui se rétrécit plus. Tard dans la soirée, alors que la pluie commençait à tomber doucement sur les ruelles du village, Miss Marple retourna dans son salon à St. Mary Mead et sortit son carnet. Elle a dessiné un cercle. Puis elle a écrit 5 noms tout autour. Juliette Green Isobel, Lassay, Géraldine Vale Léonard, Fielding Clive Merrow Puys. Lentement, elle raya Merrow. Arrivé trop tard. Elle a barré Fielding. Il connaissait la vérité, mais n'avait aucun mobile pour tuer. Elle marqua une pause, puis ajouta un 6e nom. La femme de chambre, ai-je l'ai souligné 2 fois. Et si quelqu'un d'autre avait eu connaissance du manuscrit, et si quelqu'un pensait que cela ruinerait plus d'une vie, Miss Marple posa son stylo et regarda le feu vacillant. Elle avait désormais un plan qui impliquait une machine à écrire empruntée, une théière et une ligne soigneusement appâtée. Car si quelqu'un à Rose Hill avait tué pour garder un secret, enterrait
Miss Marple avait l'intention de le déterrer. Chapitre 6. Le piège, étendu mardi, le ciel était couleur ardoise, et une bruine continue humidifiait les trottoirs de Rose Hill et laissait les haies perler d'eau. Mais malgré la morosité, une sensation de mouvement flottait dans l'air, celle de forces invisibles qui commençaient à se manifester. Du moins, c'est ce que ressentait Miss Marple, debout devant son évier de cuisine, regardant la pluie s'égoutter sous les toits, tandis qu'une bouilloire sifflait derrière elle. Elle avait pris sa décision au petit matin, entre le 3e et le 4e coup de cloche de l'église. Il n'y avait qu'une seule façon de faire éclater la vérité au grand jour. Il faudrait du tact et de la délicatesse, et peut-être un peu de diversion. Chose courante à Rose Hill, où les sourires masquaient souvent les coups de poignard. Elle apporta son thé à la petite table près de la fenêtre et ouvrit son carnet. En haut de la page, elle a écrit « Pour attraper un meurtrier, tentez-le avec ce qu'il craint le plus. » Et en dessous de ça, première étape, un nouveau manuscrit, une nouvelle trahison. La patelas, maîtresse de poste du village, Mademoiselle Partington, n'était pas du genre à être indiscrète. Mais lorsque Mademoiselle Marple arriva juste avant l'ouverture avec une enveloppe destinée à Juliette Green et portant une adresse de retour à Londres, elle ne put s'empêcher de froncer les sourcils. « Est-ce réel, Miss Marple ?» demanda-t-elle en examinant l'enveloppe. Miss Marple sourit sereinement. Ce sera bientôt le cas. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule feuille de papier, tapée sur du papier à lettres, empruntée au cercle des écrivains de Saint Mary Mead. Mademoiselle Green, je suis lecteur chez Sycamore Press et j'ai récemment reçu un manuscrit partiel retrouvé parmi les effets personnels de M. Toland. L'intérêt est considérable. L'ouvrage est très captivant, d'une émotion vive et d'une authenticité troublante. Je vous contacte pour confirmer que l'histoire originale pourrait bien être la vôtre. Si vous êtes l'auteur légitime, veuillez me contacter immédiatement. Votre voix mérite d'être entendue. SC, lecteur chez Sycamore Press Miss Marple, scella l'enveloppe et la lui tendit. « Quelqu'un me le demande ?» dit-elle. « J'aide simplement une jeune femme à obtenir ce qui lui est dû. » Miss Partington fit un clin d'œil. « C'est toujours bon de voir justice rendue, Miss Marple. » La garde des ombres 7 après-midi-là, tandis que la pluie cédait la place à un soleil humide, Miss Marple se mit en route. Elle marchait lentement, d'un pas mesuré, son chapeau baissé pour se protéger du vent persistant. Elle fit 2 visites, une à la bibliothèque de près de Rose Hill, où elle demanda un livre de jardinage sur espèces ornementales toxiques, et une autre chez l'épicier, où elle demanda si Juliette Green était venue récemment. Elle est restée silencieuse, dit M. Holloway en emballant des pommes. Elle est passée hier, pourtant. Elle avait l'air fatiguée. Elle a acheté des bonbons au citron. Des bonbons au citron, répéta Miss Marple pensivement. Et Clive Merrow, ajouta-t-elle avec désinvolture. Et M. Holloway renifla. Celui-là est parti tôt ce matin. Il a pris le bus de 7h10 pour Upper Barton. Il a dit qu'il en avait assez des villages pour un moment. Alors qu'elle se retournait pour partir, une silhouette de l'autre côté de la route attira son attention, à moitié cachée derrière le vieux lampadaire en fer, son parapluie baissé. À première vue, on aurait dit l'un des nombreux retraités,
que Rose Hill semblait collectionner. Mais Miss Marple remarqua la façon dont la silhouette se détourna rapidement lorsque son regard croisa le leur. Regardez, elle pensait. Je regarde toujours. À la porte de Juliette l'attendait. Instinct ou prémonition, Miss Marple n'en était pas certaine. Mais lorsqu'elle arriva au cottage vert, la porte s'ouvrit presque avant qu'elle ne frappe. « J'ai reçu la lettre, » dit Juliette à voix basse. « C'était toi ?» Miss Marple entra sans répondre, retirant ses gants avec une lente et précise précision. « C'était vrai, » répéta Juliette. « N'est-ce pas ?» Miss Marple s'assit. « Oui. » Juliette faisait les 100 pas. « Pourquoi ? À quoi bon me donner de l'espoir, puis me le retirer ? » « Je ne t'ai rien pris, » dit doucement Miss Marple. « Je te donne quelque chose. Un miroir. Je veux voir qui se regarde dedans. » Juliette s'arrêta de faire les 100 pas. « Tu crois que quelqu'un va lire cette lettre et paniquer ? N'est-ce pas ?» Juliette se mordit la lèvre. « Si quelqu'un a peur que cette histoire, la vraie version, soit révélée, il essaiera de l'empêcher. » Miss Marple hocha la tête. « Et s'il croit que le manuscrit existe toujours, il pourrait tenter de le récupérer, ou de faire taire à nouveau son auteur. » Juliette déglutit. « Tu me prends comme appât. J'utilise la vérité. C'est juste que tu la portes. » Un lapsus mercredi matin, le village était à nouveau en effervescence, non pas à cause du meurtre, mais à cause de la réapparition soudaine de Juliette Green. On l'avait, semble-t-il, aperçue sur le chemin de la gare, une lettre à la main. À la poste, elle demanda une livraison express. Et à la boulangerie, elle acheta 2 petits pains au raisin et demanda si M. Méraud avait oublié quelque chose. Elle a demandé s'il était partisan. Rien, raconta plus tard Mademoiselle Partington à Mademoiselle Marple. Ce qui était étrange, à ma connaissance, elles ne s'étaient jamais rencontrées. À midi, Miss Marple fit un nouveau saut aux limes. Madame Lasset semblait moins enjouée qu'avant, son énergie s'effritant. « Tu es acharnée, Jane, » dit-elle avec un rire sec. « Tu travailles pour la police maintenant ?»« Seulement ma conscience, » répondit Miss Marple. « Dites-moi, connaissiez-vous le manuscrit original avant que Juliette ne le confronte ?» Madame Lasset se raidit. « Bien sûr que non, mais tu savais qu'il y avait été un manuscrit. » La femme plus âgée hésita. Géraldine a mentionné quelque chose, en passant, qu'il avait apporté des notes. Et Juliette était toujours en train de griffonner quelque chose. Mais Géraldine ne l'avait pas lu. Non. Pourtant, vous saviez que la fin impliquait du thé à la digitale. Madame Lasset cligna des yeux. « Est-ce que j'ai dit ça ?»« Oui, » dit doucement Miss Marple. « C'est vrai. » Mais Juliette n'avait pas mentionné ce détail dans son accusation. Seulement, toi, je l'ai fait. Ce qui signifie que soit vous avez vu le manuscrit, elle marqua une pause, ou quelqu'un t'a dit ce qu'il y avait dedans, quelqu'un qui l'avait déjà lu, quelqu'un qui recherchait que tu saches. Madame Lasset la regarda fixement, la couleur quittant son visage. Ce n'était pas Juliette, ajouta Miss Marple, mais je crois savoir qui c'était. Il restait encore des fils à tisser. Un procès, un scandale, d'autres ragots, assurément, mais pour l'instant, le piège était tendu. Et la souris, eh bien, la souris était entrée directement. Chapitre 8. Le silence avant le tonnerre, le
Jeudi matin était une de ces journées d'été anglaises, particulièrement calme, trop chaude pour être agréable, mais avec un léger courant d'air plus froid. Aucune brise ne venait agiter les feuilles des châtaigniers bordant la grande-rue, aucun chant d'oiseau plus fougueux qu'une colombe solitaire, et aucun bourdonnement de la cloche de l'église, étrangement silencieuse, au-dessus du village. Dans son cottage impeccable, Miss Marple sentit la tension ambiante avant même de pouvoir la nommer. La journée semblait inachevée, comme le dernier souffle avant le dernier air d'un opéra. Elle avait vécu bien des moments pareils. La guerre, le scandale et même un terrible incident avec un gâteau ôté empoisonné lors d'un déjeuner à l'Institut des femmes. Elle savait quand quelque chose allait céder. Elle savait aussi, intuitivement, intimement, que la vérité, comme la vapeur emprisonnée sous un couvercle, monterait jusqu'à ce que la marmite vibre. Aujourd'hui, sentait-elle, c'était le jour où tout allait déborder. Une assignation très civile à 10h30, on frappa à la porte. C'était l'inspecteur Craddock, impeccablement vêtu de son costume d'été et paraissant encore plus fatigué que d'habitude. « Je suis venu vous escorter jusqu'au poste, » dit-il. Géraldine Vail a demandé une audience privée avant le début de l'interrogatoire officiel. Miss Marple posa sa broderie. « Ah, dit-elle simplement. Le spectacle commence. » Craddock parut surpris. « Performance ? Mon cher Dermot, dit-elle, en récupérant son sac à main et ses gants. Une femme comme Géraldine ne s'avoue jamais vaincue sans avoir d'abord exigé un monologue final. Il faut lui laisser la parole. Derrière des portes closes, dans la petite salle d'interrogatoire du poste de police de Rose Hill, Madame Géraldine Vail était assise, calme et élégante, comme si elle attendait un déjeuner au Ritz plutôt que de se préparer à être interrogée dans une affaire de meurtre. Elle se leva à l'entrée de Miss Marple avec un léger sourire. « Je pensais que vous viendriez. »« J'ai été invitée, » répondit Miss Marple en croisant les mains sur son sac à main. Craddock resta silencieux, observant les deux femmes avec les yeux méfiants d'un homme assis entre deux obus non explosés. « Je ne suis pas ici pour implorer la clémence, » dit calmement Madame Vail en se rasseyant sur sa chaise. « Je suppose que vous ne vous attendiez pas à ce que je le fasse. »« Non, » acquiesça Miss Marple. « J'aurais préféré que vous proposiez une défense. Une défense qui requiert un mélange particulier d'omission et de suggestion. » Géraldine pencha la tête. « Je n'ai fait que le nécessaire. Cela peut vous paraître monstrueux, mais dans ma situation, c'était une question de survie. Vous n'imaginez pas ce que c'est que d'être au centre de tous les murmures, de tous les regards. Ça commence par de l'admiration, et ça tourne si vite à la jalousie. Surtout dans un endroit comme celui-ci. » Miss Marple ne répondit pas. Elle attendit simplement. « J'ai raconté des histoires à Max Toland, » poursuivit Géraldine. « Pas les miennes, bien sûr. Je ne m'expose pas. Mais d'autres, des indices, des détails. Je savais qu'il les collectionnait. C'est ce que font les écrivains, non ?» Elle émit un léger rire. Je soupçonnais que Juliette lui avait donné quelque chose de plus brut, de plus personnel. Mais je ne le savais pas avant que Bess ne me le dise. Elle a décrit la scène, la femme en robe de chambre, la réplique qu'elle prononce avant de mourir. Ce n'était pas de Juliette qu'il parlait, c'était moi. L'inspecteur Craddock s'agita. « Admettez-vous avoir visité sa chambre ?»« Bien sûr que oui, » dit sèchement Géraldine. « Mais je ne l'ai pas empoisonnée.
Je l'ai seulement prévenu que s'il publiait ce manuscrit, je le ruinerait. Il s'est moqué de moi, il a dit que l'histoire ne m'appartenait pas. que le personnage était un composite fictif, le nerf. Et ensuite, insista Craddock. Je suis parti, dit-elle. Et le lendemain matin, il était mort. Je ne peux pas dire que j'ai été surprise. Son regard se tourna vers Miss Marple. « Tu penses toujours que je l'ai tué ? Je pense que vous êtes une femme habituée à obtenir ce qu'elle veut, répondit Miss Marple, et peu disposée à perdre le contrôle de son récit. Tu ne peux rien prouver. Non, répondit doucement Miss Marple, mais je n'y suis pas obligée. Les lettres dans le foyer, c'est ce qui a fait éclater l'affaire, et l'a vraiment brisée, est arrivé plus tard le même jour, tout à fait par accident. C'est la gouvernante du Leams, une femme silencieuse nommée Madame Nettles, qui avait autrefois Travaillé comme femme de ménage pour la marquise de Ledbury, qui a apporté la dernière pièce. Je les ai trouvés dans le foyer, dit-elle à Craddock, en présentant un paquet de papier à moitié brûlé, enveloppé dans du papier ciré et attaché avec de la ficelle. Les pages étaient calcinées sur les bords, mais largement lisibles. C'étaient des lettres, longues, émouvantes, profondément vulnérables, écrites de la main soignée de Juliette Green. Certaines étaient adressées par leur nom. D'autres commençaient simplement ainsi. « Tu as dit que tu me comprenais ?» Craddock les lut lentement, puis appela Miss Marple. « Ce sont les véritables originaux, » dit-il. Ceux que Toland a utilisés pour le livre. Miss Marple hocha la tête. Et Géraldine a essayé de les détruire. Pourquoi les garder ? Parce qu'elle avait besoin d'une protection, dit doucement Miss Marple. Même les empoisonneurs ont peur, surtout de se faire connaître. Mais l'orgueil l'emporta. Elle ne put se résoudre à détruire toutes les preuves de son pouvoir. Craddock soupira. « Nous allons procéder à l'arrestation. » Miss Marple toucha sa manche. « Attends demain, » dit-elle. « Laisse-lui encore un jour de liberté. Elle défilera dans le village comme une héroïne. Ce sera son dernier. » Un village divisé ce soir-là, alors que le ciel prenait une teinte. Orangé derrière le clocher de l'église, Rose Hill bourdonnait comme une ruche déchaînée. Les ragots avaient atteint leur paroxysme. Juliette Green avait été vue marchant seule, le menton levé. Monsieur Fielding avait fermé son bureau pour la journée. Madame Lasset s'était évanouie pendant le thé. Et Géraldine Vail, elle dîna au Fox, une lanterne, vêtue d'une robe vert émeraude éclatante, seule. Elle but un verre de vin blanc et laissa un pourboire si généreux que le barman en murmura des heures durant. Elle ressemblait à une femme qui venait de gagner une guerre, a-t-il dit à Miss Hartnell. Elle ressemblait, répondit mademoiselle Hartnell, à quelqu'un qui s'efforçait de ne pas perdre. Une réflexion privée chez elle, dans son salon, Miss Marple ajouta une dernière ligne à son carnet. Les histoires les plus dangereuses sont celles que nous racontons sur nous-mêmes. Elle s'assit et étudia les noms qu'elle avait écrits la semaine précédente. Juliette, Géraldine, Toland, Bess, Fielding. Chacun avait joué un rôle. Chacun avait donné sa version de la vérité, certains par peur, d'autres par vanité. Mais c'était Géraldine qui avait cru son rôle indispensable, Géraldine qui avait fait en sorte que l'histoire ne soit jamais publiée, Géraldine qui avait perdu le contrôle de la fin.
On frappa à la porte. C'était Craddock. « On l'amènera à 8 heures, dit-il. « Mais je pensais que tu devrais savoir qu'elle a déjà fait ses valises. » Miss Marple sourit faiblement. Elle a toujours eu un instinct pour les signaux de sortie. Chapitre 9. Un sac emballé en vint le village de Rose Hill. S'éveilla le lendemain matin au son des moineaux s'agitant dans les haies et au parfum des chèvrefeuilles précoces qui flottaient par les fenêtres entr'ouvertes. Le soleil filtrait à travers la brume, projetant un or pâle sur les jardins et les toits. C'était peut-être un matin d'été ordinaire, mais ce n'en était pas un. À exactement 8h05, une voiture gris foncé avec des garnitures chromé poli a roulé doucement sur Elm Row et s'est arrêté devant la façade géorgienne bien entretenue de la maison de Geraldine Vale. Miss Marple, observant depuis le banc près du portail de l'église un panier à tricot sur les genoux, ne tourna pas la tête. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce qui se passait. 2 agents descendirent de la voiture. L'inspecteur Craddock réapparut un instant plus tard, le visage solennel, le nœud de sa cravate légèrement de travers, signe révélateur qu'il n'appréciait pas ce qu'il s'apprêtait à faire. Depuis la porte d'entrée de la maison, Madame Vale est apparue avec le même aplomb qu'elle avait toujours porté. Son manteau ceinturé, son rouge à lèvres fraîchement appliqué, et ses mains gantées jointes devant, elle comme si elle attendait d'être récupérée pour une matinée au théâtre. Dans une main, elle tenait une petite valise en cuir. « Vous allez quelque part, madame ?» demanda Craddock, non sans gentillesse. « Paris, dit-elle. J'avais des projets. »« Je crains que nous devions les retarder, » répondit-il. Je dois vous demander de nous accompagner à la gare. » Elle jeta un coup d'œil aux agents, puis à Craddock. Son expression resta inchangée. « Est-ce une formalité ? » ?»« Non, madame, » répondit doucement Craddock. « C'est une accusation de meurtre. » Il n'y eut aucune scène. Pas de cri de colère. Pas d'évanouissement. Elle se retourna simplement, tendit sa valise à un agent, et monta dans la voiture qui l'attendait avec la grâce d'une femme qui avait longuement répété son rappel. Le secret de la servante. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à pied à la pension de famille de Rose Hill, où M. Toland avait vécu ses derniers jours. La propriétaire, Madame Crisp, était partie au marché, mais sa nièce, Bess, une jeune fille à l'œil vif, ouvrit la porte. « J'ai juste besoin de quelques mots, » dit gentiment Miss Marple. « À propos du jour où M. Toland est mort. » Bess avait l'air hésitante, mais la laissa finalement entrer. « Je sais qu'il a bu du thé, » dit Miss Marple. « Mais je me demande qui a nettoyé la chambre après. »« Oui, » dit Bess. « Tante était occupée. J'ai trouvé la tasse, et la soucoupe, son stylo, ses papiers... » « Ses papiers ?» Bess hocha la tête. « Éparpillés partout. Je les ai ramassés. »« Les as-tu lus ?» Bess baissa les yeux.